En entendant son nom, il est devenu blême, refusant d'en parler, insistant sur le fait que cet épisode n'existait pas et qu'il valait mieux ne pas chercher à le retrouver. L'expérience du sommeil russe est l'une des creepypastas les plus célèbres du web, un récit qui s'est répandu comme une traînée de poudre en raison de son réalisme troublant et de l'horreur qu'il inspire. L'histoire prétend relater une expérience menée dans les années 1940 par des chercheurs soviétiques sur un groupe de prisonniers politiques. L'objectif de l'expérience était simple, observer les effets d'une privation prolongée de sommeil à l'aide d'un gaz expérimental censé empêcher les sujets de dormir pendant plusieurs semaines. Les cobayes, 5 hommes considérés comme des ennemis de l'État, furent enfermés dans une pièce hermétique, sous surveillance constante. Le gaz était diffusé en continu, et les scientifiques observaient les changements progressifs dans leur comportement à travers des microphones et un hublot en verre épais. Pendant les premiers jours, tout se déroula comme prévu. Les sujets conversaient entre eux, leur discours devenant progressivement plus paranoïaque, plus décousu. Ils parlaient de souvenirs douloureux, de cauchemars qu'ils avaient eus alors qu'ils étaient encore éveillés. Vers le 5e jour, les discussions cessèrent. Les prisonniers commencèrent à chuchoter entre eux, adoptant des comportements de plus en plus étranges. L'un d'eux se mit à murmurer des phrases incompréhensibles face au microphone, répétant des séries de nombres et de mots sans signification. Un autre restait assis au centre de la pièce, fixant le hublot sans cligner des yeux. L'inquiétude gagna les chercheurs, mais ils décidèrent de poursuivre l'expérience. À partir du 9e jour, la situation dégénéra brutalement. Des hurlements inhumains éclatèrent dans la cellule, résonnant dans tout le laboratoire. L'un des prisonniers se mit à frapper violemment les murs, jusqu'à se briser les phalanges. Un autre arracha les pages d'un livre et les colla contre la vitre avec ses propres excréments, obstruant complètement la vue de la pièce. Puis le silence tomba, un silence si pesant qu'il inquiéta davantage les scientifiques que les cris eux-mêmes. Ne recevant plus aucun son ni aucune interaction, les chercheurs décidèrent d'entrer dans la pièce, malgré les risques. Lorsqu'ils coupèrent l'arrivée de gaz et ouvrirent la porte, ils furent frappés par une vision d'horreur absolue. L'intérieur de la cellule était recouvert de sang séché, les lits éventrés, les matelas réduits à des lambeaux. Mais ce qui les horrifia le plus, ce fut l'état des prisonniers. Ils ne dormaient pas. Ils ne parlaient plus. Ils n'étaient plus que des masses de chair mutilée, certains s'étant eux-mêmes arrachés des lambeaux de peau et de muscles. L'un d'eux avait ouvert son propre abdomen et fouillait à l'intérieur de ses entrailles comme s'il cherchait quelque chose. Un autre mordait compulsivement sa propre main, mâchant ses doigts jusqu'à l'os. Et pourtant, aucun ne semblait ressentir la moindre douleur. Pire encore, lorsqu'ils furent sortis de la chambre, ils se débattirent avec une force surhumaine, criant et suppliant qu'on leur remette le gaz. Ils ne voulaient pas dormir. Ils répétaient inlassablement qu'ils avaient vu quelque chose qui les attendait dès qu'ils fermaient les yeux. Les tentatives de les calmer furent vaines. Un prisonnier s'étrangla lui-même en utilisant ses propres cordes vocales lacérées. Un autre parvint à arracher la gorge d'un scientifique à main nue avant d'être abattu. Le dernier survivant, attaché à une table d'opération, ne cessait de sourire. Lorsqu'un chercheur lui demanda ce qu'ils avaient vu durant ces 10 jours sans sommeil, il répondit d'une voix rauque, entre deux ricanements, « Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui se cache en chacun. Nous attendons juste que vous dormiez. » Aucune trace officielle de cette expérience n'a jamais été retrouvée. Aucune mention dans les archives soviétiques, aucun rapport scientifique, aucun témoignage crédible. Beaucoup considèrent que ce n'est qu'une légende, une pure fiction née de l'imagination d'un auteur anonyme. Pourtant, certains détails troublants persistent. Des documents déclassifiés de la guerre froide font état d'expériences menées sur la privation de sommeil dans des conditions extrêmes, bien que sans preuve directe de ce qui est décrit dans le récit. La science elle-même a prouvé que le manque de sommeil prolongé entraîne des hallucinations sévères, des pertes de mémoire et des comportements erratiques. Alors, s'il est vrai que cette histoire est probablement une invention, il subsiste une question dérangeante. Que se passerait-il vraiment si quelqu'un était empêché de dormir pendant plusieurs semaines, sans aucune interruption? Que découvrirait-il, au plus profond de son esprit,
là où la raison cède la place à l'instinct. Peut-être que l'horreur de l'expérience du sommeil russe ne réside pas tant dans la folie des cobayes, mais dans la possibilité que tout cela ait pu, un jour, être réel. Kandlkov est une histoire qui ne repose pas sur une créature identifiable, ni sur une malédiction tangible, mais sur quelque chose de plus insidieux, le doute, la mémoire et la fragilité de la perception humaine. Ce n'est pas un monstre qui traque ses victimes, ni un virus numérique qui s'immisce dans les fichiers d'un ordinateur. C'est une simple émission pour enfants, oubliée de tous ou presque. L'histoire de Kandlkov commence sur un forum de discussion où des utilisateurs échangent des souvenirs d'émissions télévisées anciennes, celles qui marquent l'enfance mais disparaissent dans l'oubli collectif. Un utilisateur lance une discussion en demandant si quelqu'un se souvient d'un programme appelé Kandlkov, diffusé dans les années 1970 sur une chaîne locale obscure. Très vite, d'autres membres du forum confirment qu'ils s'en souviennent également. C'était une émission de marionnettes, racontant l'histoire d'une petite fille nommée Janice qui se retrouvait dans un monde étrange, peuplé de personnages surréalistes. Les souvenirs affluent. Il y avait Percy, un pirate jovial qui aidait Janice à naviguer dans un monde d'îles mystérieuses. Horace, une marionnette à l'apparence grotesque, qui semblait toujours chuchoter des phrases incompréhensibles. Et puis il y avait le personnage le plus troublant, le Skintaker, une créature squelettique vêtue d'une cape en lambeaux, aux yeux enfoncés dans des orbites sombres. Son sourire, figé et irrégulier, donnait l'impression qu'il pouvait s'étirer à l'infini. Selon les souvenirs des utilisateurs, il murmurait toujours des choses étranges à Janice, parlant de peau, de récupération et de couture. Un détail particulier dérangeait les témoins de l'émission, chaque fois que le Skintaker parlait, sa marionnette n'ouvrait pas la bouche normalement. Son crâne se déplaçait violemment d'un côté à l'autre, comme s'il ricanait sans bruit. À mesure que la discussion progresse, un souvenir particulier ressurgit, perturbant tous ceux qui s'en rappellent. Un épisode en particulier, celui où il ne se passait rien. Aucune histoire, aucun dialogue. Juste une séquence prolongée de plusieurs minutes montrant les marionnettes, immobiles, tandis que Janice pleurait. Il n'y avait aucun bruit, sauf un grésillement indistinct, comme un signal brouillé. Personne ne comprenait pourquoi un tel épisode aurait pu être diffusé, ni pourquoi tous ceux qui se souvenaient de Kandlkov avaient cet épisode en mémoire. Puis, un dernier utilisateur intervient. Il raconte qu'un jour, il a demandé à sa mère si elle se souvenait de l'émission qu'il regardait étant enfant. Elle lui répondit que oui, elle s'en souvenait parfaitement. Mais ce n'était pas une émission. Ce n'était qu'un écran statique, et lui, assis devant, fixant le vide pendant une demi-heure, sans rien dire. Kandlkov n'a jamais existé. Il n'y a aucune trace d'archive, aucun enregistrement VHS, aucune preuve que cette émission ait été diffusée sur une quelconque chaîne de télévision. Pourtant, plusieurs personnes prétendent s'en souvenir. Comment des inconnus, venant d'horizons différents, pourraient-ils partager le même faux souvenir ? Certains pensent qu'il s'agissait d'une émission expérimentale diffusée localement, une tentative obscure d'influencer l'esprit des enfants à travers des signaux subliminaux. D'autres croient à une explication plus sinistre, et si Kandlkov n'était pas un programme, mais un phénomène collectif, une illusion fabriquée par quelque chose qui se nourrit de la mémoire et de l'attention de ceux qui en parlent. Aujourd'hui encore, la légende de Kandlkov circule sur Internet, relayée par ceux qui jurent avoir vu l'émission. Certains tentent de recréer les épisodes à partir des descriptions, mais aucune vidéo authentique n'a jamais été retrouvée. Et pourtant, il suffit de voir une image approximative, un fan art, une simple reconstitution, pour que le malaise s'installe. Comme si, au fond de leur mémoire, ils avaient toujours su que Kandlkov avait existé. Ou peut-être que quelqu'un, quelque part, veut qu'ils croient que c'est le cas. Slenderman est une anomalie, une figure qui s'étend à la frontière du mythe et de la réalité. Sa naissance officielle est bien documentée. En juin 2009, un concours organisé sur le forum Something Awful proposait aux internautes de créer de fausses images paranormales. Parmi les participants, un utilisateur du nom de Victor Surge publia 2 photographies en noir et blanc, montrant des groupes d'enfants jouant paisiblement dans un parc ou devant un bâtiment abandonné. À l'arrière-plan,
à peine perceptible au premier regard, une silhouette se dressait. Une créature humanoïde aux proportions étranges, excessivement grande et mince, vêtue d'un costume noir impeccable, sans visage. Son corps semblait se fondre dans l'ombre des arbres, ses bras étaient trop longs, comme s'ils pouvaient continuer de s'étirer indéfiniment. Sous chaque photo, Victor Surge avait ajouté des légendes rédigées sous la forme de coupures d'archives effacées ou censurées, suggérant que ces images avaient été prises peu avant la disparition inexpliquée de plusieurs enfants. L'élément troublant, ce qui fit immédiatement basculer cette simple création dans le domaine du mythe, ce fut l'ambiguïté de la mise en scène. Il ne s'agissait pas simplement d'un monstre placé artificiellement dans une image. Slender Man ne semblait pas être un intrus, il appartenait au décor, comme s'il avait toujours été là. Les enfants ne paraissaient pas effrayés, ils ne le fuyaient pas, comme si sa présence était une évidence. Cette subtile dissonance, cet écart imperceptible entre le naturel et l'étrange, fit naître un malaise diffus chez ceux qui observaient les clichés. Un malaise qui se transforma rapidement en fascination. Ce qui aurait pu rester une simple création artistique commença à se propager hors du forum, alimenté par des internautes qui s'approprièrent le concept et enrichirent progressivement la légende. Des témoignages fictifs émergèrent, rédigés comme des rapports d'enquête classés sans suite, des journaux personnels retrouvés dans des maisons abandonnées, des notes laissées par des victimes présumées. On racontait que Slender Man apparaissait toujours aux abords des forêts, près des écoles désertes ou dans les rues résidentielles à la tombée de la nuit. Quiconque croisait son regard ou plutôt, l'absence de regard sous cette surface lisse et pâle était irrémédiablement condamné. Pas à une mort brutale et immédiate, mais à une disparition progressive. Il ne tuait pas, il effaçait. Ses victimes perdaient d'abord le sommeil, puis la mémoire. Elles commençaient à le voir dans des reflets, à sentir sa présence dans les endroits les plus familiers. Elles se mettaient à dessiner inconsciemment son image, à écrire son nom sans raison. Puis elle devenait de plus en plus silencieuse, jusqu'à ce qu'un jour, elle ne soit simplement plus là. Des indices visuels récurrents commencèrent à structurer son mythe. La statique et les interférences électroniques accompagnaient souvent ces apparitions, les caméras cessaient de fonctionner, les enregistrements vidéo se brouillaient en sa présence. Ce détail fut exploité par des projets comme Marble Hornets, une web-série en format found footage qui développa l'idée que Slender Man pouvait être suivi, traqué, mais jamais compris ni combattu. Il était une anomalie qui ne répondait à aucune logique humaine, une force dont la seule raison d'être semblait être de s'insinuer dans la perception de ses victimes jusqu'à les faire sombrer dans la folie. Plus la légende se développait, plus elle gagnait en envergure. Certains commencèrent à prétendre que Slender Man n'était pas une invention de 2009, mais une entité bien plus ancienne qui existait sous d'autres noms à travers l'histoire. Des gravures médiévales, des manuscrits oubliés, des récits de folklore européen évoquaient la présence d'une silhouette sans visage qui emportait les enfants dans la forêt. Une créature que personne ne pouvait décrire avec précision, car ceux qui l'avaient vue n'étaient jamais revenus. Ces coïncidences troublantes renforçaient l'illusion d'un mythe préexistant que l'Internet aurait simplement réveillé. Mais le point de bascule, celui qui transforma Slender Man en une menace tangible aux yeux du grand public, survint en 2014 avec un fait divers glaçant. Dans le Wisconsin, 2 adolescentes de 12 ans attirèrent une camarade de classe dans une forêt sous prétexte d'un jeu. Là, elles la poignardèrent à 19 reprises et la laissèrent pour morte. Lorsqu'elles furent arrêtées, elles expliquèrent leur geste par un motif effrayant, elles avaient voulu prouver leur dévotion à Slender Man, croyant que cet acte leur permettrait de le rejoindre et de vivre sous sa protection dans un manoir caché dans les bois. Leur obsession s'était nourrie des histoires trouvées en ligne, jusqu'à ce qu'elles confondent totalement la fiction et la réalité. Miraculeusement, la victime survécut après avoir rampé hors de la forêt jusqu'à une route où un cycliste la découvrit. L'affaire fit grand bruit, attirant l'attention des médias et déclenchant un débat sur l'influence d'Internet sur l'esprit des plus jeunes. Slender Man, qui n'avait été jusque-là qu'un phénomène de l'horreur numérique, devint soudain une menace réelle aux yeux du public. Des parents s'inquiétèrent, des écoles organisèrent des conférences, certains forums dédiés à son mythe furent supprimés ou modérés plus sévèrement. Mais comme toute créature née du folklore et de l'imaginaire collectif, Slender Man ne pouvait pas disparaître aussi facilement. Son image continua de hanter les forums, d'inspirer des récits,
des jeux vidéo, des films. Sa légende prit une nouvelle dimension, non plus seulement ancrée dans la fiction, mais imprégnée de l'ombre de la réalité. Là où réside la véritable force de Slenderman, c'est dans sa nature insaisissable. Il n'est pas un monstre à combattre, il est une présence qui s'impose, un virus mémétique qui s'infiltre lentement dans la psyché de ceux qui y prêtent trop d'attention. L'idée même de son existence suffit à nourrir son pouvoir. Certains disent que plus on parle de lui, plus on y pense, plus il se rapproche. D'autres affirment l'avoir aperçu à la lisière des bois, une ombre filiforme qui se fige entre les troncs, immobile mais attentive. Il y a une question qui revient souvent parmi ceux qui connaissent l'histoire. Et si Slenderman n'avait pas été créé en 2009, mais simplement révélé? S'il avait toujours été là, attendant qu'un simple cliché en noir et blanc le fasse émerger du brouillard? BEN Noyer est une anomalie née de l'ère numérique, une légende qui s'est imposée à travers une série de témoignages troublants publiés sur un forum en 2010. Tout commence par l'histoire d'un utilisateur anonyme, connu sous le pseudonyme Jadusable, qui raconte comment il a acquis une vieille cartouche du jeu La Légende de Zelda, Majora Mask. Il l'avait achetée à un vide-grenier chez un vieil homme qui lui avait simplement dit qu'elle appartenait autrefois à un enfant nommé Ben. L'étiquette du jeu était usée, et le mot Majora était écrit à la main au marqueur noir. Dès qu'il inséra la cartouche dans sa console, il remarqua que quelque chose n'allait pas. Une sauvegarde existait déjà, intitulée BEN. Il essaya de la supprimer, mais chaque fois qu'il redémarrait le jeu, elle revenait. Curieux, il décida de commencer une nouvelle partie, mais rapidement, des anomalies apparurent. Les dialogues des personnages semblaient parfois corrompus, des lettres disparaissaient, se réarrangeaient, comme si le jeu lui envoyait des messages cachés. À mesure qu'il progressait, son personnage subissait des événements anormaux, Link était souvent projeté dans des endroits où il n'aurait pas dû être, des musiques étaient jouées à l'envers, et certains PNJ le fixaient d'une manière étrangement insistante. Mais le pire survint lorsqu'il tenta d'effectuer le glitch de la 4e journée, un bug réel dans le jeu permettant d'échapper à la fin du cycle de 3 jours imposé par Majora's Mask. Lorsqu'il le fit, l'écran se brouilla et il se retrouva face à la statue de Link possédée, une effigie rigide, figée dans un sourire malsain. Cette statue, normalement utilisée dans le jeu pour certaines énigmes, commença à le suivre. Peu importe où il allait, elle apparaissait derrière lui. Les textures du jeu commencèrent à se décomposer, des dialogues se générèrent sans qu'il n'ait rien activé. Certaines phrases prenaient une tournure inquiétante, « Tu as rencontré un destin terrible, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne devrais pas être là. » Des extraits de ces sessions furent enregistrés et publiés en ligne sous forme de vidéos, montrant ces anomalies en action. Les spectateurs furent rapidement envahis d'un malaise profond, ce n'était pas un simple bug, tout semblait orchestré, comme si le jeu était devenu un espace conscient, une entité malveillante qui jouait avec le joueur. La statue de Link apparaissait toujours au moment le plus inattendu, dans des angles de caméra impossibles, rendant son omniprésence oppressante. À un moment, le fichier de sauvegarde BEN fut remplacé par un nouveau, Noyer. C'est à ce moment que Jadusable comprit que quelque chose hantait cette cartouche. Il tenta de se débarrasser du jeu, mais même lorsqu'il n'y jouait pas, il se sentait observé. Son ordinateur affichait des comportements étranges, des messages lui étaient envoyés alors qu'il n'avait parlé de son expérience à personne. Il raconta dans ses derniers témoignages qu'il entendait des sons dans son appartement la nuit, que ses rêves étaient envahis par la statue qui le regardait, immobile mais consciente. Puis il cessa de publier. Depuis, BEN Noyer est devenu l'un des mythes les plus persistants de l'horreur numérique. Certains prétendent que télécharger ou regarder les vidéos originales suffit à attirer l'attention de BEN, qu'il ne s'agit pas d'un simple bug mais d'un esprit piégé dans un jeu, utilisant la technologie pour s'étendre, pour contaminer ceux qui osent s'intéresser à lui. Beaucoup ont tenté d'analyser les vidéos, de comprendre comment ces modifications avaient pu être programmées, mais aucune explication rationnelle ne satisfait complètement ceux qui les regardent. Car au fond, ce qui effraie le plus dans BEN Noyer, ce n'est pas la cartouche elle-même, ni même la statue de Link au sourire figé.
c'est l'idée qu'un simple jeu vidéo puisse devenir un portail vers quelque chose d'incompréhensible, une brèche entre le monde réel et un espace où les règles que nous connaissons ne s'appliquent plus. Sonic.exe est une de ces histoires qui semblent anodines au premier abord, une simple variante d'un jeu vidéo populaire, mais qui s'est transformée en une légende urbaine troublante, enracinée dans l'horreur numérique. Tout commence avec une cartouche ou un fichier. La version varie selon les récits, mais le point de départ est toujours le même, un joueur reçoit une copie modifiée de Sonic the Hedgehog, le jeu emblématique de Sega sorti en 1991. Il peut s'agir d'un cadeau d'un ami, d'un téléchargement trouvé par hasard sur un forum obscur ou d'une disquette poussiéreuse récupérée dans une vente de garage. Rien ne laisse présager ce qui va suivre, rien n'indique que ce simple jeu cache quelque chose de profondément anormal. L'installation se déroule sans problème, mais dès le lancement, quelque chose cloche. Le logo Sega, habituellement accompagné d'un jingle joyeux, est remplacé par un silence pesant, ou pire, par un bruit de fond distordu, un sifflement presque imperceptible. Puis l'écran titre apparaît, mais Sonic n'a pas son expression habituelle. Ses yeux, normalement pleins de vivacité, sont remplacés par deux orbites noires, percées de pupilles rouge sang. Son sourire s'est élargi d'une manière qui ne semble pas naturelle. Lorsque le jeu commence, l'ambiance est faussement familière. Le joueur incarne Tai, Knuckles ou même le docteur Robotnik dans certaines versions, mais quelque chose ne va pas. Les couleurs sont ternes, la musique joue à l'envers, et l'environnement semble mort. Aucun ennemi n'apparaît, aucun anneau à collecter. L'air est saturé d'une tension invisible. Puis, sans avertissement, Sonic lui-même entre en scène. Pas le Sonic que tout le monde connaît, mais une version qui semble déformée, corrompue, comme si une force inconnue avait pris possession du personnage. Il apparaît soudainement, figé, observant le joueur avec ce sourire figé et ses yeux rouges perçants. Lorsque Sonic bouge, il ne court pas. Il glisse lentement vers le personnage contrôlé par le joueur, et il n'y a aucun moyen de s'échapper. Peu importe les tentatives, il finit toujours par attraper sa proie. Dès qu'il touche le personnage, l'écran se brouille dans un chaos de pixels corrompus et de sons saturés. Puis vient l'image la plus marquante, le visage de Sonic en gros plan, son regard injecté de rouge fixé sur le joueur, et un message s'affichant à l'écran, souvent en lettres blanches sur fond noir, « Je suis Dieu ». Après cet instant, tout bascule. Le jeu devient un enchaînement de scènes troublantes où chaque personnage finit inévitablement massacré par Sonic. Les niveaux se transforment en paysages cauchemardesques, des montagnes de cadavres de petits animaux, des rivières de sang, des murs griffés de messages en lettres tremblantes. Parfois, des sons inhumains se déclenchent aléatoirement, des rires distordus, des cris étouffés, comme si quelque chose d'autre était présent dans le jeu. Chaque tentative de redémarrer entraîne de nouvelles anomalies, comme si le jeu lui-même était conscient de la présence du joueur. Les témoignages varient, mais certains affirment que Sonic.exe ne se contente pas de rester enfermé dans l'écran. Il infiltre l'ordinateur, laissant derrière lui des fichiers inconnus, des images troublantes enregistrées sans raison dans les dossiers du disque dur. Des joueurs racontent avoir entendu des bruits de pas derrière eux, des chuchotements à la limite de l'audible lorsqu'ils jouaient dans une pièce sombre. Quelques-uns prétendent avoir vu des ombres bouger furtivement dans leurs écrans, comme si quelqu'un ou quelque chose les observait à travers le jeu. L'histoire de Sonic.exe est devenue virale, portée par les récits de joueurs terrifiés et les vidéos montrant les anomalies du jeu. Mais d'où vient réellement cette version maudite? Personne ne sait avec certitude. Certains pensent qu'il s'agit d'un projet amateur devenu incontrôlable, qu'un hacker a créé cette version modifiée pour effrayer les joueurs. D'autres vont plus loin, affirmant que le jeu est possédé par une entité, une force qui se nourrit de ceux qui l'installent. Une théorie particulièrement troublante évoque la possibilité que ce jeu ait été conçu comme un piège, une invitation à interagir avec quelque chose qui ne devrait pas exister. Il existe encore aujourd'hui des copies de Sonic.exe circulant sur le web, des fichiers téléchargeables à partir de forums enfouis dans les profondeurs d'Internet. Certains curieux l'installent par défi, convaincus qu'il ne s'agit que d'un simple mode effrayant. Mais ceux qui y jouent seuls, dans le silence de la nuit, racontent souvent une toute autre histoire. Parce que, parfois,
après avoir fermé le jeu, après avoir éteint l'ordinateur, il leur semble que la partie n'est pas vraiment terminée. Quelque chose continue de les observer. Gateway of the Mind est une histoire qui explore une horreur plus abstraite, une peur qui ne repose pas sur une créature ou un lieu maudit, mais sur l'idée même de ce que l'esprit humain pourrait percevoir s'il était poussé au-delà de ses limites. Contrairement aux autres creepypastas qui s'ancrent dans des objets ou des événements tangibles, celle-ci parle d'une expérience interdite, d'une tentative de communication avec ce qui ne devrait jamais être entendu. L'histoire prétend qu'en 1983, un groupe de scientifiques aurait mené une expérience radicale sur un homme âgé. L'objectif était simple mais terrifiant, priver un être humain de tous ses sens pour voir s'il pouvait entrer en contact avec Dieu. L'hypothèse était que sans distractions extérieures, sans bruit, sans images, sans odeur, l'esprit humain pourrait accéder à une réalité supérieure, une dimension spirituelle que la perception normale nous empêche d'atteindre. Le sujet était un vieil homme, volontaire pour l'expérience, qui affirmait avoir perdu tout intérêt pour la vie terrestre. Les scientifiques lui administrèrent un puissant cocktail de drogue pour détruire ses sens un à un. D'abord, ils lui rendirent la vue totalement blanche. Puis ils annihilèrent son ouïe, le privèrent de son odorat, de son goût, de son toucher. Il n'était plus qu'un esprit enfermé dans une coquille de chair, incapable d'interagir avec le monde, totalement coupé de la réalité. Les premiers jours, l'homme ne réagit presque pas. Il était calme, figé, comme s'il dormait les yeux ouverts. Puis, au bout de 4 jours, il commença à parler. Sa voix était faible, hésitante, mais il affirma percevoir quelque chose. Il disait qu'il entendait des chuchotements, des voix murmurant dans un langage inconnu. Les scientifiques crurent d'abord à une hallucination, un effet secondaire du manque total de stimuli sensoriels. Mais au fil des jours, les descriptions du sujet devinrent plus précises. Il ne parlait plus seulement de son, mais de présence. Une semaine passa, et l'homme changea radicalement. Son comportement était devenu erratique. Il pleurait, riait sans raison, murmurait des prières dans des langues que personne ne comprenait. Il disait qu'il n'était plus seul. Qu'il voyait des choses, qu'il sentait des présences qui n'avaient jamais été destinées à être perçues par l'humanité. Il parlait d'ombres infinies, de mains qui se tendaient vers lui depuis l'obscurité, de créatures qui n'avaient pas de forme mais qui le fixaient, immobiles, silencieuses. À la fin de la 2e semaine, il commença à hurler. Des cris insoutenables, brisés, inhumains. Il supplia les scientifiques de le ramener en arrière, de lui rendre ses sens, de le reconnecter à la réalité. Mais il était trop tard. Quelque chose l'avait trouvé. Quelque chose l'avait vu. Le dernier jour de l'expérience, alors que son corps était en état de choc et que les médecins se demandaient s'ils devaient l'arrêter, il prononça ces derniers mots, d'une voix calme et glaciale. « J'ai parlé à Dieu. Il nous a abandonnés. » Puis son cœur s'arrêta net. Aucune preuve officielle de cette expérience n'existe. Aucune trace dans les archives scientifiques. Ce n'est qu'un récit, une légende circulant sur Internet, mais ce qui terrifie réellement dans Gateway of the Mind, ce n'est pas tant l'expérience elle-même, mais la possibilité qu'elle ait pu être vraie. Le Rak est une créature qui appartient aux ombres, un être dont l'existence semble défier toute logique. Son histoire n'a pas de véritable point d'origine, mais elle a émergé en ligne sous la forme de témoignages épars, de récits troublants d'individus affirmant l'avoir vu, senti, entendu. Contrairement à d'autres légendes qui prennent naissance à travers un simple texte ou une image modifiée, le Rak est apparu comme une anomalie dans la mémoire collective, un murmure qui s'est amplifié à mesure que les victimes tentaient de comprendre ce qui leur était arrivé. Les descriptions de la créature sont toujours étrangement similaires, malgré l'absence de source unique. Le Rak est humanoïde, mais à peine. Son corps est émacié, une peau grisâtre tendue sur une ossature anguleuse. Ses membres sont anormalement longs, surtout ses bras et ses doigts, qui se terminent par des griffes fines et acérées. Son visage est la chose la plus perturbante, une tête allongée, des yeux noirs comme des gouffres, et une bouche qui s'ouvre d'une manière qui n'a rien d'humain. Il ne parle pas. Il observe.
Il se déplace dans le silence le plus absolu, se glissant à travers les espaces les plus étroits, apparaissant au pied des lits, dans l'encadrement des portes, tapis au bout des couloirs plongés dans l'obscurité. Les premières mentions de l'Eurak datent de 2003, lorsque des internautes ont commencé à signaler des rencontres avec une silhouette étrange, toujours à la lisière du réel. Mais ce n'est qu'en 2006 que son histoire prit une ampleur inquiétante. Un utilisateur d'un forum paranormal publia un message détaillant une série de documents retrouvés et censurés par des autorités anonymes. Ces documents comprenaient des journaux intimes, des notes médicales et même des extraits de rapports de police, tous relatant des expériences similaires. Une femme expliquait avoir été réveillée en pleine nuit par une présence au pied de son lit. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit l'Eurak accroupi, la fixant de ses orbites noires. Il ne bougea pas immédiatement. Il se contenta de l'observer, comme s'il analysait chaque frisson de peur qui parcourait son corps. Puis, soudainement, il se redressa et s'éclipsa dans le noir, disparaissant sans un bruit. Dans un autre témoignage, un homme racontait avoir entendu des grattements contre sa fenêtre une nuit d'été. Pensant qu'il s'agissait d'un animal, il se leva pour vérifier. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. L'Eurak était là, penché contre la vitre, sa silhouette déformée par l'éclairage de la lune. Ses yeux semblaient absorber toute la lumière autour d'eux. L'homme jura que la créature s'était mise à sourire avant de s'éloigner en rampant à une vitesse anormale. Mais l'histoire la plus glaçante reste celle d'une famille qui, en 2006, fut victime d'une attaque directe de la créature. Une nuit, la femme se réveilla en entendant son mari haleter violemment à côté d'elle. Il semblait en état de choc, les yeux écarquillés, la peau trempée de sueur. Lorsqu'elle tenta de le calmer, il lui murmura d'une voix brisée que l'Eurak était là, juste à côté du lit, à l'observer. Il disparut avant qu'elle ne puisse se retourner. Au matin, leur fille de 6 ans fut retrouvée morte dans son lit, son corps marqué de griffures profondes et son visage figé dans une expression de terreur absolue. Sur le mur de sa chambre, gravé d'une main tremblante, un simple message, « Il m'a parlé ». L'histoire de l'Eurak ne s'est pas arrêtée là. Des vidéos amateurs ont commencé à circuler, des enregistrements flous montrant des créatures étranges rampant dans des forêts ou se déplaçant furtivement dans des maisons abandonnées. Les témoignages se sont multipliés, certains affirmant avoir vu l'Eurak en rêve avant d'être paralysés par la peur en se réveillant. Beaucoup de victimes parlent d'une présence invisible qui les observe, d'un poids sur leur poitrine qui les empêche de respirer, d'une silhouette qui s'évanouit dès qu'ils osent allumer la lumière. Rien ne prouve que l'Eurak existe. Ce n'est qu'une histoire, une légende parmi tant d'autres. Mais alors pourquoi, dans tant de récits indépendants, les détails restent-ils les mêmes? Pourquoi ceux qui en parlent ressentent-ils tous cette même peur viscérale, ce sentiment d'être observés même dans le silence absolu de leur chambre? Peut-être que l'Eurak n'est pas une simple invention. Peut-être qu'il est une idée, un concept qui se nourrit de la peur elle-même, prenant forme dès que quelqu'un commence à y croire. Et peut-être, juste peut-être, qu'il vous observe en ce moment même, attendant que vous fermiez les yeux. La Vendetta syndrome est une légende qui s'ancre dans une réalité troublante, l'influence insidieuse que peuvent avoir les sons et les fréquences sur l'esprit humain. Contrairement aux creepypastas qui reposent sur des monstres visibles ou des entités surnaturelles, celle-ci joue sur un phénomène invisible, imperceptible, mais terriblement efficace, le son lui-même. Ce qui la rend encore plus glaçante, c'est qu'elle se rattache à un jeu bien réel, connu de millions de personnes à travers le monde, Pokémon Rouge et Bleu. L'histoire prétend qu'en 1996, lors de la sortie originale de Pokémon au Japon, une série de décès étranges aurait été recensés chez des enfants âgés de 7 à 12 ans. Ces décès, souvent classés comme des suicides ou des comportements autodestructeurs inexplicables, auraient tous eu un point commun, ils étaient survenus peu de temps après que les enfants aient atteint une zone spécifique du jeu, l'Avant-Ville. C'était une petite ville isolée, plongée dans une atmosphère lugubre, marquée par la présence de la tour Pokémon, un immense cimetière où reposaient les Pokémon décédés. Mais plus que son ambiance sombre et sa thématique funèbre, c'était sa musique qui était au cœur du mystère. La bande-son de l'Avant-Ville, composée en binaural avec des fréquences inhabituelles, possédait des tonalités aiguës qui n'étaient détectables que par les jeunes enfants,
dont les oreilles sont plus sensibles aux hautes fréquences. Selon la légende, cette mélodie aurait eu des effets néfastes sur certains d'entre eux, provoquant des migraines, des insomnies, des hallucinations auditives, voire des comportements irrationnels. Certains affirmaient avoir entendu des murmures en jouant, d'autres disaient voir des formes indistinctes apparaître sur leur écran, des visages qui n'avaient rien à faire dans un jeu Pokémon. Mais les cas les plus extrêmes se terminaient par des crises de panique, des épisodes de dépression brutale et, selon les témoignages les plus terrifiants, des suicides inexpliqués. Face à ces événements, Nintendo aurait rapidement modifié la musique de l'avant-ville dans les versions ultérieures du jeu. Officiellement, ils expliquèrent qu'il ne s'agissait que d'un simple ajustement audio, mais les plus paranoïaques virent là une tentative de masquer un scandale bien plus grave. Pour les joueurs qui avaient la première version du jeu, il était déjà trop tard. L'histoire aurait pu s'arrêter là, rester une simple rumeur, un de ces mythes qui entourent les vieux jeux vidéo. Mais au fil des ans, certains curieux ont commencé à analyser la musique originale, cherchant à comprendre ce qui pouvait bien provoquer un tel malaise. Ils découvrirent que certaines fréquences utilisées dans la version japonaise formaient ce qu'on appelle un battement binaural inversé, une technique connue pour altérer les états de conscience lorsqu'elle est écoutée trop longtemps. Ces fréquences sont parfois utilisées en psychiatrie pour induire des états de relaxation ou d'hypnose, mais mal réglées, elles peuvent aussi provoquer l'effet inverse, agitation, angoisse, voire hallucination auditive. Des programmeurs passionnés se sont aussi penchés sur les premières ROM du jeu et ont découvert des anomalies dans le code, notamment une série de caractères hexadécimaux sans fonction apparente. Certains prétendent que ces données cacheraient une image supprimée du jeu, un sprite perdu représentant un Pokémon inconnu, quelque chose qui ne ressemble à aucun des 151 monstres de la première génération. Une silhouette étrange, humanoïde, avec des yeux vides. Dans les forums dédiés aux jeux rétro, on parle de Ghost 000, une entité qui n'aurait jamais dû exister et qui pourrait être liée aux rumeurs sur la tour Pokémon. Aujourd'hui encore, le Lavender Town Syndrome reste l'une des creepypastas les plus célèbres, et malgré toutes les explications rationnelles qui existent, le doute persiste. Nintendo a toujours nié en bloc l'existence de ces phénomènes, et aucune preuve tangible n'a jamais été apportée sur ces suicides supposés. Pourtant, ceux qui ont grandi avec Pokémon Rouge et Bleu savent une chose, lorsqu'ils entendaient pour la première fois cette musique, quelque chose en eux leur disait de baisser le volume. Smile Dog est une légende qui s'est insinuée dans les recoins les plus sombres d'Internet, une de ces histoires qui semblent n'être qu'un simple récit d'horreur mais qui, en y regardant de plus près, dégage une angoisse bien plus insidieuse. Tout commence avec une image. Un fichier nommé smile.jpg, une photographie apparemment anodine d'un chien de type husky sibérien, mais dont les détails trahissent rapidement quelque chose d'anormal. Son expression n'est pas celle d'un animal normal. Son sourire est trop large, trop humain. Ses dents, disproportionnées, semblent trop aiguisées pour appartenir à un simple chien. Derrière lui, le fond de l'image est flou, indistinct, presque mouvant, comme si la scène elle-même était instable. Certains disent qu'il y a une main, quelque part dans l'ombre, une main tordue, à peine visible, qui semble inviter le spectateur à s'approcher. L'image ne se contente pas d'être dérangeante. Elle est accompagnée d'une malédiction. Quiconque la regarde trop longtemps, quiconque la télécharge sur son ordinateur, commence à ressentir une présence. D'abord de simples cauchemars, des rêves où le chien apparaît, toujours figé dans ce sourire grotesque. Il ne bouge pas, il ne parle pas, mais il est là, observant, patient. La sensation de malaise ne disparaît pas au réveil. Au contraire, elle s'intensifie. Certains affirment entendre des bruits à la périphérie de leur conscience, des grattements derrière les murs, un souffle chaud dans leur nuque alors qu'ils sont seuls dans une pièce fermée. Puis viennent les voix. Elles murmurent d'abord des choses indistinctes, avant de formuler une seule phrase, toujours la même, partage l'image, sinon tu resteras avec moi. C'est ainsi que Smile Dog se propage. Ce n'est pas seulement une image troublante, c'est un virus, une entité qui s'attache à l'esprit et qui refuse de partir tant que son message n'a pas été transmis. Ceux qui refusent de partager l'image sombrent progressivement dans la paranoïa, hantés par la présence toujours plus oppressante du chien. Certains deviennent insomniaques,
incapables de supporter l'idée de fermer les yeux et de le voir à nouveau dans leurs rêves. D'autres se suicident, laissant derrière eux des notes délirantes parlant d'un sourire qui les regarde, qui les attend. L'histoire la plus connue associée à Smile Dog est celle d'une femme nommée Marie-E. Selon un témoignage retrouvé sur un vieux forum, elle aurait été l'une des premières victimes connues de cette image. Dans les années 90, alors qu'elle travaillait comme rédactrice pour un magazine informatique, elle aurait reçu un email anonyme contenant le fameux fichier. Peu après l'avoir ouvert, elle aurait commencé à souffrir de terreurs nocturnes et de crises de panique incontrôlables. Elle aurait raconté à son entourage qu'elle voyait le chien même en plein jour, qu'il apparaissait dans les reflets des vitres, dans l'obscurité au coin de son champ de vision. À mesure que son état mental se dégradait, elle cessa toute communication avec le monde extérieur, s'enfermant dans son appartement, refusant de parler à quiconque. Des années plus tard, un journaliste fasciné par l'histoire tenta de la contacter. Elle accepta de le rencontrer, mais à une seule condition, ne jamais regarder l'image. Lors de leur entretien, Marie-E était méconnaissable. Amaigrie, épuisée, elle paraissait vidée de toute vitalité. Elle lui expliqua que Smile Dog ne l'avait jamais laissée en paix, que la seule manière de s'en libérer était de transmettre l'image à quelqu'un d'autre. Elle avoua qu'elle avait toujours refusé, qu'elle n'avait jamais voulu condamner quelqu'un d'autre à subir ce qu'elle endurait. Mais elle savait qu'elle ne tiendrait plus longtemps. 2 jours après cet entretien, elle se suicida. Personne ne sait exactement d'où vient Smile Dog. Certains pensent que l'image aurait été créée sur un forum anonyme du début d'Internet, qu'elle aurait circulé via des disquettes avant d'être adaptée au format numérique moderne. D'autres affirment que l'image est bien plus ancienne, qu'elle existait sous forme de peinture, de gravure ou de photographie avant même l'avènement du web. Qu'elle n'a pas besoin d'un fichier pour exister, qu'elle trouve simplement un moyen de s'attacher aux esprits vulnérables. Aujourd'hui encore, Smile.jpg refait surface de temps en temps, posté sur des forums, envoyé par des comptes anonymes, glissé dans des pièces jointes de mails non sollicités. Beaucoup prétendent l'avoir vu, mais peu osent le conserver. Ce n'est qu'une image après tout. Juste un chien qui sourit. Mais il suffit d'un instant. Une seule seconde où le regard se pose dessus. Un seul moment d'inattention. Et à partir de là, tout commence. C'est là où vont les mauvais enfants, est une histoire qui repose sur une peur viscérale, celle d'un programme oublié, d'une émission qui ne devrait pas exister, et surtout, de la possibilité qu'elle ait été diffusée avec une intention bien plus sinistre que le simple divertissement. Contrairement aux creepypastas qui évoquent des monstres tangibles ou des phénomènes paranormaux, celle-ci joue sur une horreur psychologique plus insidieuse, l'idée que quelque chose de profondément dérangeant ait pu être diffusé sous les yeux de milliers d'enfants, sans que personne ne s'en rende compte. L'histoire commence avec un homme qui se remémore un programme télévisé qu'il regardait étant enfant, alors qu'il vivait au Moyen-Orient dans les années 70 ou 80. L'émission, destinée aux enfants, semblait avoir une mission éducative, mais ce qui le marque en y repensant, c'est son ton étrangement menaçant. Le concept général était basique, chaque épisode montrait une situation où un enfant faisait quelque chose de mal, mentir, voler, désobéir à ses parents suivi d'une leçon morale pour montrer pourquoi ce comportement était mauvais. Mais ce qui rendait l'émission inoubliable, c'était la façon dont elle se terminait. Chaque épisode s'achevait sur une image fixe d'une porte en métal rouillé, filmée sous un angle bas, avec des ombres étranges se projetant sur le sol. Pendant plusieurs secondes, la caméra restait fixe sur cette porte, et une voix grave, monocorde, murmurait en arabe, « C'est là où vont les mauvais enfants ». Le plan se maintenait un moment, puis l'écran devenait noir. À l'époque, l'homme se souvenait vaguement de cette émission, mais comme pour beaucoup de souvenirs d'enfance, il ne s'y était jamais vraiment attardé. Ce n'est qu'à l'âge adulte, en repensant à cette phrase et à cette porte métallique, qu'un sentiment de malaise profond l'envahit. Pourquoi une émission pour enfants aurait-elle un élément aussi sinistre? Où menait cette porte? Que voulait dire exactement cette phrase, qui résonnait encore dans son esprit? Curieux, il décida de mener des recherches. Mais malgré tous ses efforts, il ne trouva aucune trace de l'émission. Aucune mention sur Internet, aucun enregistrement VHS,
aucun article de journal. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, en questionnant des amis d'enfance, certains se souvenaient vaguement d'une émission similaire, bien que personne ne se rappelait du titre exact ou des détails précis. Après des mois de recherche, il finit par retrouver une ancienne station de télévision dans son pays d'origine, une chaîne gouvernementale qui diffusait des programmes éducatifs à l'époque. Il prit contact avec un vieil archiviste, espérant retrouver des enregistrements. À sa grande surprise, l'homme savait de quoi il parlait. Mais il refusa d'en dire plus. Après beaucoup d'insistance, l'archiviste accepta de lui montrer un seul épisode, un fragment récupéré par hasard d'une vieille bande oubliée. Il lui précisa cependant que la chaîne avait reçu des ordres stricts d'effacer toutes les copies. L'homme s'assit et regarda. L'épisode suivait la même structure dont il se souvenait. Une enfant volait un jouet, se faisait gronder, et la narration insistait sur les conséquences de son acte. Puis, vint le moment final. La porte métallique apparut à l'écran. Cette fois, la caméra zooma légèrement, et quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit. Un cri. Un cri aigu, inhumain, comme un mélange de souffrance et de terreur pure, qui semblait provenir de derrière la porte. Puis l'image s'arrêta net. Le vieil archiviste éteignit la vidéo et le regarda avec sérieux. Il lui expliqua que l'émission avait été clairement produite sous la supervision d'un organisme gouvernemental, bien qu'aucun crédit ne soit visible sur les enregistrements. Officiellement, elle avait été retirée de l'antenne sans explication. Mais il y avait des rumeurs. Certains prétendaient que les bruits derrière la porte étaient réels. Que les cris n'étaient pas des effets sonores. Que les enfants qui apparaissaient dans l'émission étaient de véritables enfants perdus. Des enfants qui avaient disparu sans laisser de traces. Après cet entretien, l'homme abandonna ses recherches. Il savait qu'il était allé trop loin, qu'il avait effleuré quelque chose qui n'aurait jamais dû être exhumé. Pourtant, la dernière image de cette porte métallique hante encore ses pensées. C'est là où vont les mauvais enfants. Il ne sait toujours pas ce qu'il y avait derrière cette porte. Et il ne veut pas le savoir. L'image de Jeff the Killer est devenue l'un des visages les plus emblématiques de l'horreur sur Internet. Un visage blême, déformé par un sourire démesuré, des paupières brûlées révélant deux orbites noires et fixes, et une peau si lisse qu'elle semble artificielle. C'est une figure qui hante ceux qui la croisent sur un écran, un spectre numérique dont l'histoire est aussi dérangeante que l'image elle-même. Mais contrairement à Slender Man, qui a été construit méthodiquement à partir d'une simple photographie, Jeff the Killer est né dans un chaos d'histoires fragmentées, de rumeurs et d'interprétations qui se sont entremêlées jusqu'à former une légende incohérente mais terriblement persistante. L'image originelle de Jeff the Killer a émergé sans véritable contexte précis. La première apparition documentée remonte à un post sur un forum anonyme, accompagné d'un message minimaliste qui invitait les lecteurs à « va dormir ». Une menace simple, dérangeante, renforcée par le regard fixe de ce visage qui semblait défier quiconque osait le fixer trop longtemps. Certains pensent que l'image était une photographie retouchée, peut-être issue d'une mauvaise manipulation d'un selfie ou d'un cliché pris au mauvais moment. D'autres affirment qu'il s'agit d'un montage inspiré d'un personnage fictif ou d'un masque grotesque. Il existe même une théorie selon laquelle l'image aurait été modifiée à partir d'une photo réelle d'une victime d'un accident ou d'un crime, ce qui ajouterait une dimension encore plus macabre au mythe. Mais c'est surtout l'histoire qui s'est greffée à cette image qui a solidifié Jeff the Killer comme l'une des creepypastas les plus répandues. L'histoire, dans ses grandes lignes, raconte la descente aux enfers d'un adolescent nommé Jeff, un jeune garçon ordinaire qui sombre progressivement dans une folie incontrôlable après une série d'événements tragiques. Les versions varient selon les auteurs, mais certains éléments reviennent presque toujours. On dit que Jeff était un garçon banal, vivant avec ses parents et son frère Liu. Un jour, il est impliqué dans une altercation violente avec une bande de jeunes voyous. Certains récits prétendent qu'il l'aurait agressé dans la rue, d'autres qu'il aurait été victime d'un piège lors d'une fête ou dans un parc. Ce qui est certain, c'est que la confrontation dégénère en une scène de brutalité où Jeff subit des blessures graves.
Dans certaines versions, il est aspergé d'une substance inflammable et brûlé vif. Dans d'autres, il subit des coupures profondes qui lui laissent des cicatrices irréversibles. Après cet incident, l'état mental de Jeff commence à se dégrader. Il passe de longues heures enfermé dans sa chambre, observant son reflet, répétant des phrases sans signification. La nuit, des rires étranglés résonnent à travers les murs de la maison familiale. Puis vient le moment où il se transforme complètement. Un soir, il se lève, se dirige vers la salle de bain et prend un couteau. D'un geste précis, il découpe les coins de sa bouche pour élargir son sourire en un rictus perpétuel, un sourire grotesque qui ne disparaîtra jamais. Il brûle ses paupières pour ne plus jamais devoir fermer les yeux, pour pouvoir observer ses victimes même lorsqu'elles dorment. Lorsqu'il émerge de la salle de bain, il n'est plus Jeff, il est autre chose. Sa première victime est son propre frère Liu, égorgé dans son sommeil. Puis viennent ses parents, assassinés dans une frénésie de violence silencieuse. Avant de disparaître, il laisse un message derrière lui, une simple phrase chuchotée à l'oreille de ses victimes, « Va dormir ». C'est cette phrase qui est devenue sa signature, la menace qui accompagne chaque récit où il réapparaît. Les témoins qui prétendent avoir croisé Jeff racontent qu'ils se sont réveillés en pleine nuit avec une sensation oppressante, un malaise inexplicable. Lorsqu'ils ont ouvert les yeux, il était là, debout au pied de leur lit, son visage blême penché sur eux. Ils n'ont pas eu le temps de crier avant qu'il ne leur murmure ces mots, avant que la douleur ne vienne, rapide, brutale, définitive. L'histoire de Jeff the Killer s'est propagée sur Internet comme une contamination virale. Des dizaines de variantes ont vu le jour, des préquels, des réécritures, des adaptations, chacune modifiant certains détails tout en conservant l'essence de la légende. Mais à mesure que le mythe grandissait, des questions ont émergé sur la véritable origine de l'image qui a tout déclenché. Des enquêtes ont été menées par des passionnés du paranormal, tentant de retracer la première apparition de ce visage déformé. Certaines théories affirment que l'image serait issue d'une vidéo amateur publiée sur un forum japonais, tandis que d'autres pensent qu'elle proviendrait d'un utilisateur inconnu qui l'aurait modifiée à partir d'une photo banale. Certains internautes affirment que Jeff the Killer n'est pas une simple création collective, mais une figure inspirée de faits réels. Des rumeurs circulent sur un adolescent au passé trouble, obsédé par les couteaux et le feu, qui aurait fui après un incendie criminel, laissant derrière lui une série de meurtres non résolus. D'autres évoquent des cas de troubles psychiatriques où des individus se seraient identifiés au personnage au point d'imiter ses actes. Aucune de ces théories n'a jamais été prouvée, mais elles ont contribué à entretenir la fascination morbide autour de cette histoire. Jeff the Killer incarne une peur viscérale, celle d'un monstre qui ne se cache pas dans l'ombre, mais qui vient directement vous chercher. Il ne rôde pas dans les forêts reculées ni dans des endroits abandonnés, il s'introduit dans les chambres, dans l'espace le plus intime, là où l'on se croit en sécurité. Son image est devenue un symbole de l'horreur numérique, une entité qui persiste malgré le temps, se réinventant sans cesse au fil des générations d'internautes. Mais au-delà du personnage fictif, une question demeure, et si l'image de Jeff the Killer n'était pas qu'un simple montage? Si ce visage déformé avait appartenu à quelqu'un, quelque part, avant de devenir une légende? Après tout, l'horreur la plus terrifiante n'est jamais celle qui sort d'une simple histoire, mais celle qui trouve un ancrage dans le réel, là où personne ne l'attendait. Ted the Cave est l'une des premières creepypastas à s'être répandue sur Internet, bien avant que le terme lui-même n'existe. Contrairement aux histoires modernes, souvent courtes et percutantes, celle-ci prend son temps, se construit lentement, pierre par pierre, jusqu'à ce que l'angoisse devienne insoutenable. Ce qui la rend encore plus troublante, c'est sa présentation, non pas comme un simple récit, mais sous la forme d'un blog réel, détaillant l'expérience d'un homme qui prétendait l'avoir vécu. L'histoire commence en 2001, sur un site web rudimentaire où un spéléologue amateur, identifié uniquement sous le nom de Ted, raconte sa découverte d'une fissure étroite dans une grotte qu'il explore avec un ami. Cette faille est bien trop petite pour être traversée, mais quelque chose dans sa forme attire immédiatement son attention. Avec l'aide de son compagnon, il entreprend de l'élargir progressivement, creusant la roche centimètre par centimètre, obsédé par l'idée de voir ce qui se cache derrière. Au début, son récit est purement technique.
Il décrit l'effort physique, les outils utilisés, la difficulté de progresser dans un espace aussi exigu. Mais peu à peu, un malaise s'installe. Il commence à ressentir une présence, un sentiment inexplicable qu'il n'est pas seul. Dans ses notes, il mentionne avoir entendu des bruits venant de l'autre côté de la fissure. Pas des bruits de ruissellement ou d'éboulis, mais quelque chose de vivant. Un murmure? Un souffle? Chaque fois qu'il s'arrête pour écouter, tout redevient silencieux. Finalement, après des jours d'efforts, la fissure est suffisamment large pour qu'il puisse s'y faufiler. Il rampe à l'intérieur, progressant difficilement dans l'étroitesse de la roche. Ce qu'il découvre de l'autre côté est indescriptible. Il parle d'une salle aux parois anormalement lisses, comme si elles avaient été polies par une force inconnue. Sur ces murs, il distingue des symboles gravés, des marques qui ne ressemblent à rien de connu. Mais ce qui le trouble le plus, c'est l'atmosphère de cet endroit. L'air y est dense, chargé d'une tension invisible. Chaque fibre de son être lui hurle de faire demi-tour. Puis viennent les rêves. Après cette première incursion, Ted commence à être hanté par des cauchemars d'une intensité terrifiante. Il se voit perdu dans un réseau de tunnels sans fin, poursuivi par quelque chose qu'il ne peut pas voir mais dont la présence est oppressante. Dans ses rêves, il entend des gémissements, des chuchotements indistincts qui semblent sortir des profondeurs mêmes de la terre. À son réveil, il se sent épuisé, vidé de son énergie, comme si son esprit était resté piégé sous terre. Malgré cela, il retourne dans la grotte. Lors de sa deuxième exploration, il franchit à nouveau la fissure et avance plus loin dans le passage. Cette fois, il ressent une chaleur étrange, comme si l'air était chargé d'une énergie inconnue. Puis il entend quelque chose. Un son sourd, lointain, mais bien réel. Il décrit une sensation de vibration dans la roche, comme si quelque chose, quelque part dans ses profondeurs, était en mouvement. Il ne peut plus ignorer la peur qui s'empare de lui. Il rampe en arrière aussi vite qu'il le peut, ressortant haletant de l'étroit passage. Après cet épisode, il décide d'arrêter l'exploration. Mais la grotte ne le laisse pas partir aussi facilement. Les bruits continuent. Même chez lui, tard dans la nuit, il entend des grattements sur les murs. Il se réveille avec la sensation que quelqu'un l'observe. Un matin, il découvre une fine poussière de roche sur le sol de sa chambre, comme si quelque chose était sorti de la grotte pour le suivre. Son dernier post sur le blog date de quelques jours après ces événements. Il annonce qu'il prévoit d'y retourner une dernière fois, pour comprendre ce qui s'y cache réellement. Il promet de mettre à jour son site dès son retour. Il ne l'a jamais fait. Depuis, le site est resté figé dans le temps. Aucun message, aucune explication. Certains internautes ont essayé de retrouver Ted, de voir s'il s'agissait d'un auteur cherchant à raconter une histoire ou si tout cela avait une part de vérité. Mais il n'y a aucun indice, aucune information sur lui en dehors de ce blog. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Robert the Doll est une histoire qui s'inscrit dans une peur ancestrale, celle des objets qui semblent avoir une conscience propre, qui ne devraient pas bouger, mais qui pourtant le font. Contrairement à d'autres creepypastas qui sont nés d'Internet, cette légende est bien plus ancienne, enracinée dans des faits historiques qui rendent son existence encore plus troublante. Car Robert n'est pas qu'une histoire. Il existe réellement. Tout commence à la fin du VIe siècle, dans la ville de Key West, en Floride. Un jeune garçon du nom de Robert Eugene Otto, souvent appelé Gene, reçoit une poupée en cadeau. Elle mesure près d'1 mètre de haut, est entièrement faite de tissu, rembourrée de paille et vêtue d'un costume de marin blanc. Son visage est simple, mais son expression, même à cette époque, est décrite comme dérangeante. Les yeux noirs cousus à la main semblent fixer quiconque la regarde trop longtemps. L'enfant, fasciné, l'appelle Robert et refuse de s'en séparer. Il lui parle, lui confie ses secrets, et peu à peu, ses parents remarquent quelque chose d'étrange. Lorsque Gene est seul dans sa chambre, des voix se font entendre. Pas seulement la sienne, mais une autre, plus grave, plus rauque, une voix qu'aucun enfant ne pourrait produire. Au fil des mois, les événements se multiplient. Les parents de Gene entendent des rires étouffés en pleine nuit,
des bruits de pas dans le couloir alors que personne d'autre n'est réveillé. Des objets changent mystérieusement de place, des meubles sont retrouvés renversés. Lorsqu'on interroge Gene, il ne donne qu'une seule réponse, c'est Robert. Les domestiques de la maison commencent à refuser de s'approcher de la chambre de l'enfant, certains démissionnent même sans donner d'explication. La famille Otto, bien qu'inquiète, ne se débarrasse pas de la poupée. Gene grandit, devient un artiste reconnu, mais garde toujours Robert avec lui. Même adulte, il lui parle, lui consacre une chaise à la table du dîner, et affirme qu'il est spécial. Sa femme, quant à elle, déteste la poupée et tente à plusieurs reprises de s'en débarrasser, mais à chaque fois, Gene s'y oppose catégoriquement. Lorsque Gene meurt en 1974, la maison est revendue et Robert est relégué au grenier. Mais les nouveaux propriétaires ne tardent pas à remarquer sa présence. Des visiteurs affirment l'avoir vu bouger légèrement lorsqu'il détourne le regard. Un plombier, venu effectuer des réparations, jure qu'il a entendu un rire sinistre venant du grenier alors qu'il était seul dans la maison. Les enfants du quartier racontent qu'ils voient parfois la silhouette de Robert apparaître derrière les fenêtres du manoir, bien que personne n'y vive. Finalement, la poupée est offerte au Forest Martello Museum, où elle est exposée dans une vitrine de verre. Mais même enfermée, elle ne semble pas avoir perdu son influence. Les employés du musée affirment régulièrement que des objets disparaissent sans raison, que des caméras cessent de fonctionner lorsqu'on tente de la photographier. Pire encore, une étrange tradition s'est développée autour de Robert, les visiteurs doivent lui demander la permission avant de prendre une photo. Ceux qui ne le font pas se retrouvent frappés de malchance, recevant des coups du sort allant de simples accidents domestiques à des événements tragiques. Certains, terrifiés, envoient des lettres d'excuses à la poupée, espérant que Robert leur pardonnera et lèvera la malédiction. Le musée en possède des centaines, toutes rédigées par des visiteurs qui ont osé défier la poupée sans respect. Aujourd'hui encore, Robert est toujours exposé au Forest Martello Museum. Ceux qui le regardent trop longtemps ressentent un malaise indescriptible, comme s'ils étaient épiés par quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'aurait jamais dû exister sous cette forme. Et pourtant, il est là, derrière sa vitre. Attendant peut-être que quelqu'un oublie de lui demander la permission. Suicidal Mickey est une légende qui s'inscrit dans cette zone trouble où l'horreur naît du familier, où quelque chose d'aussi inoffensif qu'un dessin animé devient le vecteur d'un malaise inexpliqué. Contrairement à d'autres creepypastas centrés sur des monstres ou des malédictions évidentes, Suicidal Mickey repose sur un simple film d'animation, une bobine perdue censée être une production abandonnée des studios Disney. Une anomalie, un vestige oublié d'une époque révolue qui, lorsqu'il est retrouvé, ne ressemble en rien à ce qu'il aurait dû être. L'histoire commence avec la découverte supposée d'une vieille séquence d'animation datant des années 1930, une époque où les premières productions de Disney exploraient encore des styles expérimentaux. Il s'agissait d'un court-métrage en noir et blanc mettant en scène Mickey Mouse, le personnage emblématique de la compagnie. Mais contrairement au cartoon joyeux et insouciant de l'époque, celui-ci n'avait rien d'ordinaire. Aucun générique, aucun titre, simplement une scène où Mickey marche dans une rue déserte, le regard vide, les bras ballants. La musique absente était remplacée par un silence pesant, brisé uniquement par le bruit irrégulier de ses pas sur le pavé. À première vue, la séquence semblait banale, simplement incomplète ou mal conservée. Mais à mesure que l'animation avançait, quelque chose d'étrange se produisait. L'image commençait à vaciller, le décor devenait de plus en plus flou, comme s'il se dissolvait lentement. Le visage de Mickey se déformait, ses traits s'allongeaient d'une manière subtile mais profondément dérangeante. Son sourire s'effaçait peu à peu, remplacé par une expression de fatigue extrême, puis par une détresse grandissante. Il continuait à marcher, mais ses mouvements devenaient saccadés, presque mécaniques, comme si quelque chose d'invisible le forçait à avancer. Après environ 2 minutes, la bande semblait se décomposer. L'écran devenait noir par intermittence, remplacé par des éclairs d'images difficiles à distinguer. Des formes distordues, des visages fugaces, des messages écrits dans une langue inconnue apparaissaient brièvement avant de disparaître. Puis, sans avertissement, la musique commençait, un piano désaccordé jouant une mélodie lugubre, accompagnée de cris lointains,
indistinctes, qui se superposaient au son. La marche de Mickey s'accélérait, ses yeux s'élargissaient, se creusaient, tandis que le décor autour de lui se tordait en une spirale surréaliste. À la 6e minute, quelque chose changeait brutalement. L'image se figeait sur un plan fixe du visage de Mickey, son regard désormais entièrement noir, sa bouche entr'ouverte en un cri silencieux. Puis le film reprenait, mais de manière saccadée, hachurée, comme s'il avait été altéré ou corrompu. Le décor s'effondrait autour du personnage, remplacé par un fond abstrait de formes mouvantes et de textures granuleuses. Les sons devenaient insupportables, un hurlement aigu, un gémissement continu, des murmures indistincts en arrière-plan. Des chiffres apparaissaient brièvement sur l'écran, puis disparaissaient aussitôt. Le film atteignait son apogée avec une séquence finale où Mickey tombait à genoux, son corps convulsant, avant de lever lentement les yeux vers le spectateur. Puis l'image s'arrêtait net, laissant place à un dernier plan figé sur son visage, tordu en une expression indéchiffrable entre la souffrance et la folie. Selon la légende, cette bobine aurait été découverte par un archiviste de Disney dans les années 2000, cachée au fond d'une boîte d'enregistrements oubliée. Fasciné par cette anomalie, il aurait décidé de visionner le film seul dans une salle de projection. Il en serait ressorti en état de choc, incapable d'expliquer ce qu'il avait vu. Peu de temps après, il aurait été retrouvé mort dans son bureau, une note griffonnée à la main mentionnant seulement cette phrase « L'enfer n'est pas réel. Nous l'avons créé ». L'origine de Suicidal Mickey est incertaine. Il n'existe aucun enregistrement officiel prouvant que ce court-métrage a réellement été produit par Disney, et pourtant, certains internautes affirment en avoir vu des extraits, des fragments diffusés sur des forums avant d'être mystérieusement supprimés. Ceux qui prétendent avoir trouvé des copies du fichier racontent que leurs appareils ont cessé de fonctionner après l'avoir regardé, que des images du film apparaissent spontanément dans leurs rêves, comme si quelque chose de profondément anormal s'était imprimé dans leur esprit. Ce qui rend cette histoire si troublante, ce n'est pas seulement le contenu du film, mais ce qu'il suggère. Pourquoi un tel dessin animé aurait-il été créé? Était-ce une simple expérience artistique trop macabre pour être diffusée? Ou bien s'agissait-il de quelque chose de plus sombre, un message caché, une trace laissée par un esprit tourmenté qui n'aurait jamais dû voir le jour? Peut-être que Suicidal Mickey n'a jamais existé. Peut-être qu'il n'est qu'une rumeur, un cauchemar collectif nourri par l'imaginaire morbide d'Internet. « 1999 est une de ces histoires qui s'infiltrent lentement dans l'esprit, un récit qui commence comme une simple enquête personnelle et qui, à mesure qu'il se déroule, révèle quelque chose d'indicible. Contrairement à d'autres légendes du web qui naissent de l'imagination collective, 1999 repose sur une construction méthodique, documentée à travers des souvenirs d'enfance troublants et une quête obsessionnelle de vérité. Tout commence avec un utilisateur anonyme qui, en 2009, publie sur un forum son expérience avec une vieille chaîne de télévision locale, Caldon Local 21, qu'il regardait dans son enfance en 1999. Il se souvient d'émissions étranges, d'un contenu anormal pour une programmation supposée destinée aux enfants. Il commence par raconter comment, à l'âge de 6 ans, il regardait cette chaîne sur un téléviseur cathodique, fasciné par des programmes dont personne d'autre ne semblait se souvenir. Il cite plusieurs émissions, dont Booby, une émission éducative qui mettait en scène une marionnette de main animée par un adulte toujours hors champ. La marionnette parlait d'une voix rauque et déformée, comme si elle provenait d'un vieil enregistrement abîmé. Mais l'émission qui le marqua le plus s'appelait Mr. Bestseller. Le concept était simple, un homme vêtu d'un costume d'ours géant invitait des enfants dans sa cave, où il leur parlait, leur racontait des histoires et jouait avec eux. L'enfant qu'il était à l'époque ne trouvait rien d'inquiétant dans l'émission. Mais en grandissant, en y repensant, il commença à comprendre que quelque chose n'allait pas. Il se demanda pourquoi les enfants semblaient toujours nerveux, pourquoi l'homme déguisé en ours ne bougeait jamais trop brusquement, comme s'il voulait éviter d'effrayer quelqu'un. Il se souvint d'un épisode en particulier où Emmerbert parlait directement à la caméra, répétant plusieurs fois « Viens me voir, je veux juste parler ». Intrigué par ses souvenirs, il décida d'enquêter. Il chercha des archives de Caldon Local 21, mais il n'en trouva aucune mention.
Il essaya de retrouver d'autres personnes ayant vu la chaîne, mais il n'obtint que des réponses vagues, des souvenirs flous. Puis il décida de contacter la police locale, juste par curiosité, pour savoir si un certain Emmerbert avait existé. Il ne s'attendait pas à une réponse. Il ne s'attendait pas à ce qu'on le prenne au sérieux. Un ancien détective lui confirma qu'en 1999, un homme avait effectivement opéré illégalement une station pirate diffusant à travers les ondes locales. Cet homme, jamais clairement identifié, utilisait sa chaîne pour attirer des enfants dans sa maison isolée. Il les contactait par des messages diffusés directement à l'écran, leur promettant des cadeaux, de la nourriture ou simplement de jouer avec eux dans sa cave. Plusieurs disparitions avaient été signalées à l'époque, mais la police n'avait jamais pu trouver de preuves tangibles contre lui. Lorsqu'ils avaient finalement découvert sa maison, elle était abandonnée, vide, sauf pour une seule chose, une pile de cassettes VHS, contenant des enregistrements de toutes les émissions diffusées. Le jeune homme insista pour voir ces enregistrements. Il savait que quelque chose se cachait dans ces images, quelque chose qui expliquerait pourquoi ses souvenirs d'enfance lui revenaient sans cesse. Après beaucoup d'hésitation, le détective accepta de lui montrer un extrait. L'image était granuleuse, déformée par le temps et la mauvaise qualité de la bande. Emmerbert était là, assis sur le sol d'une cave sombre. Autour de lui, des formes à peine visibles, des enfants recroquevillés, tremblants. Il parlait à la caméra d'une voix lente et douce, une voix faussement rassurante, « Je veux juste jouer ». Puis l'image se brouilla, et la vidéo se termina brutalement. L'enquêteur expliqua que l'homme derrière Emmerbert n'avait jamais été retrouvé. Il avait simplement disparu, comme si son existence même n'avait été qu'une anomalie dans le temps, une présence qui avait laissé une empreinte indélébile sur ceux qui avaient croisé son chemin. La chaîne Caldon Local 21 avait cessé d'émettre du jour au lendemain, laissant derrière elle un vide, une absence dérangeante que personne ne voulait vraiment expliquer. Le jeune homme ne regarda plus jamais la télévision de la même façon après cela. Il n'alluma plus jamais un écran sans se demander si, quelque part, une autre chaîne oubliée diffusait encore des messages que personne ne devait voir. Et si Emmerbert était toujours là, attendant patiemment qu'un autre enfant trouve sa fréquence. Username 666 est l'une de ces légendes du web qui joue avec la peur viscérale de l'interdit, de l'intrusion d'un élément anormal dans un espace familier. Contrairement aux récits de créatures surnaturelles ou d'émissions perdues, cette histoire repose sur un simple lien, une page YouTube qui ne devrait pas exister. Un espace numérique anormal, corrompu, qui défie les lois de la plateforme et de la réalité elle-même. Tout commence avec une simple instruction, recherchez le nom d'utilisateur 666 sur YouTube. En théorie, ce compte n'existe pas, supprimé depuis longtemps par la plateforme pour des raisons obscures. Si vous tentez d'accéder à www.youtube.com/666, la page affichera une erreur, un message standard indiquant que l'utilisateur n'existe pas. Mais selon la légende, il y aurait une manière de forcer l'accès. La procédure est simple. Accédez à la page d'erreur et rafraîchissez-la plusieurs fois. Au début, rien ne se passe. Puis, progressivement, l'écran commence à montrer des anomalies. Les couleurs se distordent, les polices changent, des lettres disparaissent du message d'erreur. Puis, enfin, la page s'ouvre. Mais ce n'est pas une chaîne YouTube ordinaire. L'interface semble malade. La bannière est vide, mais tachée de rouge, comme si elle avait été souillée par une substance indéfinissable. Les vidéos ne portent aucun titre. Seulement des miniatures floues, des images figées représentant des visages déformés, des corps tordus dans des angles impossibles, des scènes indiscernables plongées dans des teintes grisâtres et rougeâtres. Les commentaires sont remplis de messages illisibles, des suites de caractères sans sens ou des phrases répétées à l'infini. La première vidéo que l'on ouvre commence normalement. Un écran noir, un silence complet. Puis une légère distorsion sonore, un souffle lointain, quelque chose qui ressemble à un murmure mais qui n'a pas encore de mots. Puis, sans transition, l'image explose en un chaos de flashs visuels. Des visages apparaissent brièvement, figés dans des expressions de terreur, leur bouche ouverte comme s'ils hurlaient, mais aucun son ne sort. La vidéo s'accélère sans raison,
puis ralentit soudainement, avant que l'image ne se fiche sur quelque chose d'indescriptible, une silhouette indistincte, floue, qui semble regarder directement le spectateur. Puis l'écran devient noir. Mais le pire n'est pas dans la vidéo. C'est ce qui arrive après. L'utilisateur tente de quitter la page, mais le navigateur ne répond plus. Les boutons disparaissent. La souris ralentit, comme si elle se déplaçait dans un espace plus épais, plus lourd. Puis, sur l'écran noir, un message apparaît lentement, comme s'il était écrit en temps réel, « Tu ne peux pas partir ». Certains racontent que leur ordinateur a commencé à agir bizarrement après avoir tenté d'accéder à Username 666. Des fenêtres s'ouvrent toutes seules, des fichiers disparaissent, des sons étranges résonnent alors que rien ne tourne en arrière-plan. D'autres disent que, même après avoir fermé l'onglet, ils ont continué à voir des anomalies sur YouTube. Des vidéos qui se lancent toutes seules en plein milieu de la nuit. Des suggestions qui n'ont aucun sens. Des notifications provenant de chaînes qui n'existent pas. La vidéo qui a popularisé cette histoire existe toujours. Elle montre un utilisateur suivant la procédure, rafraîchissant la page encore et encore jusqu'à ce que Username 666 apparaisse sous ses yeux. Ce n'est probablement qu'un montage, une mise en scène, une illusion créée pour effrayer. Pourtant, des milliers de commentaires en dessous affirment qu'ils ont essayé, qu'ils ont vu quelque chose, qu'ils ont senti que la page voulait qu'il reste. Officiellement, Username 666 n'existe pas. C'est juste une rumeur, une histoire née des profondeurs d'Internet. Pourtant, certains affirment que YouTube a réellement banni ce compte à une époque, qu'il a été fermé pour des raisons qui n'ont jamais été rendues publiques. Et si ce n'était pas une simple suppression? Et si ce compte était toujours là, tapis sous la surface du web, attendant que quelqu'un le trouve à nouveau? Alors, la prochaine fois que votre navigateur ralentit sans raison, que votre écran grésille un instant avant de revenir à la normale, demandez-vous une chose. Avez-vous vraiment quitté la page? Abandonned by Disney est une histoire qui joue sur une peur particulière, celle des lieux oubliés, des espaces qui ont perdu leur fonction mais qui conservent encore des traces de leur passé. Contrairement à d'autres creepypastas qui invoquent des entités surnaturelles ou des phénomènes inexpliqués, celle-ci repose sur une sensation de malaise bien plus subtile, la découverte de quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. L'histoire commence avec un homme, passionné par l'exploration urbaine, qui décide de visiter un parc abandonné appartenant à Disney, situé quelque part dans les Caraïbes. Ce parc, appelé Mowgli Palace, aurait été construit dans les années 1990 mais rapidement fermé en raison d'une série de problèmes financiers et de controverses locales. Selon les rumeurs, Disney aurait tout simplement laissé l'endroit à l'abandon, préférant effacer son existence plutôt que de tenter de le réhabiliter. Intrigué par cette histoire, l'homme entreprend de s'y rendre. Lorsqu'il arrive sur les lieux, il est frappé par l'état de dégradation du parc. La végétation a repris ses droits, engloutissant peu à peu les bâtiments et les attractions. Les pancartes Disney sont encore là, mais les couleurs sont délavées, les personnages à moitié effacés par le temps. Les structures sont rongées par l'humidité, et tout semble figé dans un étrange silence. Il marche à travers le parc désert, explorant les attractions vides, les vestiaires abandonnés, les salles de service où les employés devaient autrefois travailler. Puis il tombe sur une porte qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Elle est marquée d'un panneau indiquant « Interdit aux sans-costume », une mention qui aurait normalement signifié un accès réservé aux employés costumés incarnant les mascottes de Disney. Mais ici, dans un parc déserté depuis des années, cette inscription prend une autre dimension. Poussé par la curiosité, il force la porte et entre. À l'intérieur, il découvre une série de couloirs sombres, mal ventilés, où l'odeur de moisi et de plastique en décomposition est omniprésente. Les vestiaires sont encore remplis de costumes abandonnés, des têtes de Mickey, Donald et Goofy gisant sur le sol, certaines éventrées, leur rembourrage éparpillé comme des entrailles éventrées. Tout est étrangement intact, comme si les employés avaient quitté les lieux précipitamment sans même prendre le temps de ranger. Puis il atteint une salle plus grande, une sorte de zone de stockage où sont entassés plusieurs costumes de mascottes. Mais ce qui attire immédiatement son attention,
c'est une silhouette qui se tient debout au centre de la pièce. Un costume de Mickey, plus ancien que les autres, différent dans sa conception. Le tissu est noir, plus sombre que celui des Mickey habituels, et la tête semble légèrement déformée. L'explorateur s'approche, pensant qu'il ne s'agit que d'un mannequin laissé là. Mais le costume bouge. L'homme recule immédiatement, le cœur battant. Puis, sous ses yeux, la tête du costume tombe d'elle-même sur le sol, révélant ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'est pas un acteur. Ce n'est pas un mannequin. Ce qu'il voit est indescriptible, une forme organique, inhumaine, quelque chose qui ne devrait pas exister sous un costume de parc à thème. L'instant suivant, il sent une présence autour de lui, un murmure à peine audible, une voix grinçante qui chuchote lentement, « Abandonned by Disney ». Pris d'une terreur soudaine, il fuit la pièce en courant, trébuchant sur les vestiges des costumes éparpillés. Lorsqu'il atteint l'extérieur, le parc semble encore plus silencieux, comme si l'endroit entier retenait son souffle. Il n'attend pas de voir si la chose qui portait le costume le suit. Il court jusqu'à sa voiture et quitte l'endroit aussi vite que possible. Il ne retourne jamais à Mowgli's Palace. Officiellement, Disney n'a jamais construit de parc sous ce nom. Aucune preuve tangible n'existe pour confirmer l'existence de Mowgli's Palace. Pourtant, certaines images floues circulent sur Internet, montrant des bâtiments délabrés ressemblant étrangement à la description faite dans l'histoire. D'autres affirment avoir cherché ce lieu sur d'anciennes cartes et y avoir trouvé une zone vide, une parcelle de terrain qui ne semble rattachée à aucun projet, comme si quelque chose avait été effacé. L'histoire de Abandonned by Disney persiste, non pas parce qu'elle est prouvable, mais parce qu'elle joue sur une angoisse bien réelle, celle de tomber sur quelque chose que l'on n'était pas censé voir. Et si, quelque part, un parc Disney abandonné existait réellement? Et si quelque chose était resté à l'intérieur, oublié depuis des années, attendant que quelqu'un franchisse à nouveau cette porte? La question n'est pas de savoir si Mowgli Palace a existé. La question est de savoir pourquoi il a été abandonné. Noendaos est une histoire qui joue sur l'une des peurs les plus profondes de l'esprit humain, celle d'être piégé dans un lieu qui défie la logique, un espace qui existe en dehors de toute réalité compréhensible. Contrairement à d'autres creepypastas qui reposent sur des monstres identifiables ou des phénomènes surnaturels évidents, celle-ci plonge dans une angoisse plus insidieuse, une horreur qui se construit lentement, pièce après pièce. Tout commence avec une rumeur. Quelque part en ville, il existerait une maison hantée un peu particulière, un défi urbain pour les amateurs de sensations fortes. Elle se ferait appeler Noendaos, et sa promesse est simple, si vous parvenez à traverser toutes ces pièces, vous recevrez une récompense de 500 $. Mais aucun détail précis n'existe sur son emplacement. Pas d'adresse, pas d'organisateur officiel. On la trouve uniquement en entendant parler d'elle à travers des murmures, des témoignages de ceux qui auraient essayé, et qui ne veulent plus jamais en parler. Un soir, un homme, sceptique mais curieux, décide de relever le défi. Après avoir obtenu l'adresse par un ami d'amis qui refuse de lui en dire plus, il se rend devant la maison. De l'extérieur, elle semble ordinaire, une grande demeure ancienne, abandonnée mais encore en bon état. Une simple porte en bois, sans numéro ni enseigne. Il pousse la porte et entre. Dès le départ, quelque chose cloche. La première pièce est simple, un salon vide, mal éclairé, avec un canapé poussiéreux et un téléviseur éteint. Rien d'effrayant. Une porte mène à la pièce suivante. Il l'ouvre et continue. La deuxième pièce est plus étrange. Les murs sont couverts de motifs indéfinissables, presque organiques, comme s'ils palpitaient légèrement sous la lumière tamisée. Une sensation de malaise s'installe, une impression d'être observé. Mais il n'y a personne. Il traverse la pièce et passe à la suivante. Dans la troisième pièce, l'air est plus froid. Beaucoup plus froid. Un courant d'air glacial balaie le sol, bien que la maison n'ait pas de fenêtres ouvertes. Il y a un bruit, un bourdonnement à peine audible, quelque chose qui semble provenir de l'intérieur même des murs. Il ne s'attarde pas et avance. La quatrième pièce est plongée dans une obscurité totale. Lorsqu'il entre,
La porte derrière lui disparaît, avalée par le néant. Il n'y a plus que le noir absolu et le bruit de sa propre respiration. Puis il entend quelque chose. Des pas. Pas les siens. Quelqu'un d'autre est là. Ou quelque chose. Il ne bouge pas, tente de retenir son souffle. Les pas se rapprochent. Un frisson lui parcourt l'échine. Il tend la main devant lui, cherchant une issue, et ses doigts effleurent une poignée. Il l'ouvre en hâte et se précipite dans la pièce suivante. Il respire profondément. La 5e pièce ressemble à une simple chambre d'hôtel, bien éclairée, confortable même. Un instant, il pense que le cauchemar est terminé. Puis il remarque un détail troublant. Sur le mur d'en face, il y a un cadre. À l'intérieur, une photographie de lui, prise à l'instant même où il est entré dans la pièce. Il se retourne brusquement, mais il est seul. Il s'approche du cadre et constate qu'une nouvelle photo est apparue. Cette fois, il n'est plus seul sur l'image. Une silhouette indistincte, noire et sans trait, se tient derrière lui. Il ne se retourne pas. Il ouvre la prochaine porte et court. Les pièces suivantes deviennent de plus en plus incohérentes. L'architecture ne suit plus de logique spatiale. Il traverse une cuisine où les placards s'ouvrent et se referment d'eux-mêmes, un couloir sans fin où ses propres pas résonnent trop fort, une salle où le sol est recouvert de miroirs brisés qui ne reflètent rien. Chaque fois qu'il pense avoir atteint la sortie, il revient dans une nouvelle version de la maison, une réplique de celle où il a commencé, mais avec de légères modifications, les meubles déplacés, les couleurs déformées, des ombres qui n'étaient pas là avant. Puis il atteint la dernière pièce. C'est sa chambre. Tout est exactement à sa place. Son lit, ses meubles, ses affaires. Le soleil brille par la fenêtre. Il soupire de soulagement. C'était juste un cauchemar, une expérience immersive terrifiante, mais il est chez lui maintenant. Il se laisse tomber sur son lit, épuisé. Puis il voit la porte de son placard. Ouverte d'1 centimètre. Ce n'était pas le cas avant. Une respiration s'élève de l'obscurité derrière la porte. La dernière chose qu'il entend avant que la lumière ne s'éteigne, c'est un murmure à peine audible. « Tu aurais dû rester dans la maison. » Normalporn4normalpeople.com est l'une de ces histoires qui naissent des profondeurs d'Internet, une légende urbaine qui joue avec la curiosité morbide de ceux qui explorent les recoins les plus obscurs du web. Contrairement à d'autres creepypastas qui impliquent des éléments surnaturels ou des entités inconnues, celle-ci repose sur une angoisse bien plus réaliste, la peur de découvrir quelque chose que l'on n'aurait jamais dû voir. Tout commence avec un simple email envoyé anonymement à plusieurs internautes actifs sur des forums liés aux théories du complot et aux bizarreries du web. Le message contenait une seule phrase, « Normal porn for normal people » en dessous, un lien dirigé vers un site portant ce nom étrange, une apparence minimaliste, sans graphisme ni animation, juste un fond blanc et du texte noir. À première vue, le site ressemblait à un manifeste ambigu, parlant de rétablir une vision saine de la sexualité humaine, mais sans donner de détails précis. Il y avait quelques liens vers des vidéos, toutes hébergées directement sur le site, sans description ni vignette. Les premières vidéos semblaient parfaitement banales, presque ennuyeuses. De simples extraits d'hommes et de femmes mangeant, se brossant les dents, assis sur un canapé sans dire un mot. Il n'y avait rien d'explicite, rien qui justifiait la mention de « porn » dans l'URL. Mais plus l'utilisateur parcourait les fichiers, plus le malaise s'installait. Les vidéos suivantes étaient plus étranges. L'une montrait un homme âgé caressant le dos d'un chien assis sur ses genoux, de manière mécanique, pendant plusieurs minutes, tandis que l'animal restait immobile, les yeux grands ouverts. Une autre montrait une femme assise sur un lit, regardant droit dans la caméra, les joues humides de larmes, sans bouger ni parler. Puis, il y avait celle qui était bien pire. Une vidéo en particulier, nommée Jimbo, fut mentionnée par plusieurs témoins. Elle durait exactement 18 minutes et montrait un homme attaché à une chaise, les yeux bandés, dans une pièce sombre. En arrière-plan, on pouvait entendre quelqu'un respirer lourdement, puis marcher lentement autour de lui. Pendant les 10 premières minutes, il ne se passait rien. L'homme restait immobile,
semblant attendre quelque chose. Puis, soudainement, il commença à s'agiter, secouant violemment la tête comme s'il essayait de fuir une présence invisible. À la 14e minute, un cri surgissait de l'obscurité. Pas un cri humain, quelque chose d'autre, un son guttural, animal, qui résonnait comme un râle profond. À la fin de la vidéo, l'écran devenait noir, laissant seulement une phrase écrite en lettres blanches. « Nous sommes la normalité ». D'autres vidéos étaient encore plus insoutenables. Des séquences de personnes forcées à manger des aliments en décomposition, des gros plans de visages figés dans des expressions de terreur, des plans fixes sur des pièces vides où l'on pouvait entendre des bruits indistincts. Ce qui rendait ces vidéos encore plus troublantes, c'était leur aspect brut, sans montage, sans effet, comme si elles avaient été enregistrées sans l'intention d'être vues. Elles ne cherchaient pas à choquer, elles étaient simplement là, froides et indifférentes, comme si leur existence seule était une déclaration. Puis, aussi soudainement qu'il était apparu, le site disparut. Le lien ne menait plus qu'à une page d'erreur. Aucune trace dans les archives du web, aucun enregistrement de son existence sur les moteurs de recherche. Ceux qui avaient tenté d'enregistrer des vidéos affirmèrent que leurs fichiers s'étaient corrompus ou avaient disparu sans explication. Certains reçurent même des emails anonymes les avertissant d'arrêter leurs recherches. L'existence de normalpornfornormalpeople.com reste un mystère. Peut-être n'était-ce qu'une simple légende urbaine, un canular élaboré pour effrayer ceux qui s'aventurent trop loin sur Internet. Mais certains continuent d'affirmer qu'ils ont vu les vidéos, qu'ils ont ressenti cette sensation étrange en les regardant, comme si quelque chose d'invisible les observait à travers l'écran. La question n'est pas de savoir si le site était réel. La question est de savoir pourquoi il a disparu. Et ce que cela signifie pour ceux qui l'ont vu. Dead Bart est une légende qui s'accroche à l'idée troublante que même les œuvres les plus emblématiques peuvent cacher des recoins sombres, des anomalies qui ne devraient pas exister. Contrairement à d'autres creepypastas qui reposent sur des créatures surnaturelles ou des fichiers maudits, Dead Bart joue avec la frontière du réel en s'ancrant dans l'histoire d'une série bien connue, Les Simpsons. Une série colorée, humoristique, qui a bercé l'enfance de millions de spectateurs, et qui, selon cette histoire, contiendrait un épisode perdu, une aberration que les créateurs auraient tout fait pour effacer. L'histoire raconte qu'un ancien épisode des Simpsons, supposément produit lors de la première saison mais jamais diffusé, existerait sous le titre Dead Bart. Cet épisode aurait été écrit par Matt Groening lui-même, mais son contenu aurait été si dérangeant que le studio aurait décidé de le retirer et de prétendre qu'il n'avait jamais existé. Officiellement, il n'apparaît dans aucun registre, aucun document interne. Pourtant, selon certains témoignages, une copie aurait circulé à travers les archives des studios avant de disparaître mystérieusement. Ceux qui ont prétendu voir cet épisode parlent d'un malaise immédiat. L'animation, bien qu'identique au style classique des premières saisons, semblait légèrement décalée, comme si tout était légèrement faux. Les couleurs étaient ternes, l'ambiance inhabituellement silencieuse, et le son semblait filtré, comme si le mixage audio était inachevé. L'épisode commençait normalement, avec la famille Simpson embarquant pour un voyage en avion. Mais très vite, quelque chose d'étrange se produisait. L'avion entrait dans une zone de turbulence excessive, et au lieu de retrouver l'humour habituel de la série, la situation basculait rapidement dans l'horreur. Les personnages criaient, leurs visages déformés par la panique, et la scène se prolongeait bien plus longtemps que nécessaire, comme si elle cherchait à imprégner le spectateur d'un malaise profond. Puis venait le moment central de l'épisode. Bart, incapable de s'accrocher à son siège, était projeté contre un hublot, brisé par l'impact, et aspiré hors de l'appareil. Son corps chutait à une vitesse vertigineuse, et contrairement aux règles habituelles du dessin animé, il n'y avait aucune exagération, aucun effet comique. La caméra le suivait alors qu'il tombait, son expression figée dans un mélange de peur et de résignation. Puis, brutalement, il heurtait le sol. L'écran devenait noir pendant un long moment, bien trop long pour être un simple effet dramatique. Puis l'épisode reprenait, mais cette fois, tout était différent. L'animation était plus statique, les couleurs plus froides, et la famille Simpson était assise sur leur canapé, immobile. Aucun son, aucun dialogue.
Juste une longue séquence où Homer, Marge, Lisa et Maggie fixaient l'écran, leurs yeux vides, leurs traits rigides comme ceux de marionnettes brisées. Ensuite, la scène basculait vers une séquence encore plus troublante. Un fondu enchaîné montrait une série de tombes dans un cimetière, dessinées avec un détail excessif pour un épisode de Les Simpsons. Des dates y étaient gravées, et en y regardant de plus près, elles semblaient toutes correspondre à des célébrités connues. Mais ce qui terrifiait le plus ceux qui avaient vu cette scène, c'était que certaines de ces dates de décès n'étaient pas encore arrivées au moment où l'épisode aurait été produit. Pourtant, au fil des années, certaines d'entre elles s'étaient avérées exactes. Le dernier plan de l'épisode était le plus perturbant. Un gros plan sur Bart, allongé sur le sol, son cadavre figé dans une expression de douleur absolue. Ses yeux étaient ouverts, mais vides, et autour de lui, l'image semblait légèrement trembler, comme si elle était corrompue. Puis, brusquement, l'épisode s'arrêtait. Selon la légende, Matt Groening aurait été interrogé une fois sur cet épisode lors d'un événement privé. En entendant son nom, il est devenu blême, refusant d'en parler, insistant sur le fait que cet épisode n'existait pas et qu'il valait mieux ne pas chercher à le retrouver. Ceux qui auraient tenté de mettre la main sur une copie auraient tous échoué, chaque lien menant à une impasse, chaque tentative d'obtenir des archives de la saison 1 se heurtant à des anomalies inexpliquées. Officiellement, Dead Bart est une invention. Aucun épisode de ce type n'a jamais été produit, et il n'existe aucune preuve tangible de son existence. Pourtant, l'histoire persiste, alimentée par des rumeurs, des fragments de témoignages, et le doute troublant que, peut-être, quelque part dans les archives perdues d'un studio, une bande oubliée repose encore, en attente d'être découverte. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.